Il y a quelques années aux États-Unis d'ailleurs, un jeune homme a été attaqué par plusieurs personnes et il a été tué en pleine rue parce que il avait fait un affront à la sœur d'un des membres du gang. Il s'est avéré que c'était pas lui, que c'était son sosie, une personne qui lui ressemblait énormément. C'était pas de chance. Oui, paraît-il qu'on a tous un sosie, ça m'est d'ailleurs arrivé également. Quelqu'un m'avait pris pour un sosie, j'étais plus jeune, hein, maintenant, depuis j'ai plus ce problème. Mais il est dit qu'on a des sosies un petit peu partout, et c'est un petit peu de ça dont il s'agit dans l'histoire de Jean. Robert Shafran, qu'on appelle couramment Bobby, se rend au Sullivan County Community College, qui est une université aux environs de 2 heures de New York, pour commencer sa première année d'études. Nous sommes en 1980, et même s'il est originaire de la région, il connaît personne absolument dans cette université, et il n'est pas très rassuré. Alors il se gare, il regarde avec appréhension les jeunes qui sortent de différentes voitures de leurs parents et qui portent des cartons jusqu'à leur chambre d'étudiants. Apparemment, ils se connaissent déjà tous plus ou moins, ce qui renforce bien entendu l'angoisse de Bobby, un petit peu comme quand on arrive pour la première fois dans une nouvelle école, quoi. Alors il y a 2 ou 3 jeunes qui lui crient « Tiens, super que tu sois revenu !» D'autres qui le regardent et le saluent. Et puis il y a une fille qu'il ne connaît pas qui se précipite sur lui, qui l'embrasse sur la joue et qui lui dit « Oh là là, je suis contente que tu sois de retour !» Alors Bobby lui répond « Là, mais il y a Gourance, tu te trompes, je te connais pas. » Et elle repart en riant comme si elle avait dit une bonne blague, quoi. Donc Bobby, il est totalement déconcerté parce que lui, il connaît personne, mais apparemment tout le monde le connaît. Alors, il monte les marches, il entre dans le bâtiment du dortoir, là où il doit aller. Et sur son chemin, la plupart des jeunes qu'il rencontre le saluent, lui tapent dans le dos, lui disent bonjour, le félicitent. Et donc, au moment où il va pour tourner vers sa chambre d'étudiant, il y a quelqu'un derrière lui dans le couloir qui lui dit « Hey, Eddie, qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Je croyais que tu voulais pas revenir. » Alors, Bobby comprend bien que cette personne lui parle, mais de toute évidence, là, il y a une erreur dans l'identité. Il est jamais venu à cette école, il en est sûr. Et à l'autre bout du couloir, il y a un autre étudiant qu'il ne connaît d'ailleurs toujours pas, et qui lui dit « Hey, Eddie, hey, viens ici, mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Alors Bobby s'approche de lui et lui dit « Mais je suis pas Eddie, moi, je sais pas de quoi tu parles. Tout le monde a l'air de penser que je suis quelqu'un d'autre, mais même moi, je suis pas Eddie. C'est qui Eddie ?» L'autre, il a l'air un petit peu surpris. Bobby retourne dans sa chambre, il entre, il ferme la porte et il se dit que tout ça, c'est vraiment pas très normal. Et on frappe à la porte. Donc Bobby ouvre la porte et il y a là un autre étudiant qu'il ne connaît pas non plus et qui le regarde. Il le regarde, il le détaille vraiment. Et pendant qu'il regarde Bobby, c'est son visage comme se vide de toute couleur. Et il lui dit « Dis-moi, est-ce que tu as été adopté, toi ?» « Ouais, lui répond Bobby. « Et est-ce que ton anniversaire, c'est le 12 juillet ?»« Ouais. » « Écoute, moi je m'appelle Michael, je suis le meilleur ami d'un gars qui s'appelle Edward Galland, et à te voir, tu es son clone. Tu dois être son frère jumeau, il n'y a pas d'autre explication. » Alors, à ce moment-là, pour Bobby, c'est presque logique, mais c'est quand même un petit peu dément de s'imaginer d'avoir un vrai jumeau qu'il ne connaît pas, et donc Bobby demande à Michael s'il peut lui faire rencontrer ce fameux Eddie. Et Michael lui explique justement que Eddie avait décidé de ne pas revenir à l'école, enfin l'université cette année, et c'est pour ça que tout le monde était surpris de le voir arriver, parce qu'il s'était dit qu'il avait changé d'avis. Donc, après avoir parlé pendant quelques minutes, Michael dit à Bobby qu'ils doivent appeler Eddie et organiser un rendez-vous pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc, il court jusqu'à une cabine téléphonique. 1980, il n'y avait pas de téléphone portable. Il s'engouffre à l'intérieur et compose le numéro d'Eddie. Et dès qu'Eddie répond, Bobby attrape le téléphone et lui dit « Salut Eddie, je m'appelle Bobby et tout le monde pense que je suis toi. » Quand il en parlera plus tard, Bobby dira que quand il a entendu la voix d'Eddie pour la première fois, il s'était dit, ça lui donnait l'impression que c'était sa propre voix qui passait par le téléphone. Donc Eddie invite, bien entendu, Bobby et Michael à venir chez lui pour qu'ils puissent constater et voir s'ils étaient des frères jumeaux, oui ou non.
Donc Michael et Bobby sautent dans la voiture de Bobby et ils font 2 heures de route jusqu'à la maison d'Eddie. Ils arrivent au milieu de la nuit. Ils remontent le chemin vers la porte d'entrée et ils n'ont même pas le temps de frapper à la porte que la porte s'ouvre et devant Bobby se tient son clone. C'est Eddie. Eddie regarde Bobby, Bobby regarde Eddie et ni l'un ni l'autre ne peut croire ce qu'il regarde et ce qu'il voit. Ils sont de vrais jumeaux. Ils se regardent pendant environ 1 minute et puis ils commencent à rire. Et c'est un petit peu comme s'ils sont des parfaits étrangers, mais en même temps, ils ont une connexion immédiate qui se fait. Ils savent qu'ils sont apparentés, ils rient, ils se serrent dans les bras, ils se regardent, etc. Michael racontera plus tard que c'était assez incroyable à voir parce que chaque fois que Bobby inclinait la tête, Eddie l'imitait et vice-versa. C'était comme voir quelqu'un qui agit dans un miroir, devant un miroir. Donc l'histoire de ces 2 frères perdus de longue date qui avaient été séparés donc à l'adoption intéresse les journaux dans plusieurs États américains et donc ça part dans les news un petit peu partout aux États-Unis. L'un de ces journaux s'appelle Newsday. Newsday raconte donc cette histoire de conte de fées de ces 2 frères perdus depuis longtemps qui se reconnectent après toutes ces années par un hasard assez incroyable. Et dans la région de New York, aussi encore, un jeune homme qui s'appelle David Kellman tombe sur cet article de Newsday. Il est en train de le lire et il regarde la photo et il est totalement choqué. Bobby et Eddie lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. David lit l'article et il est époustouflé en lisant la date de naissance de ses jumeaux, le 12 juillet, la même que la sienne. Et ils sont nés dans le même hôpital que lui. Donc ça fait un petit peu trop de coïncidences pour être des coïncidences. David appelle le numéro de téléphone du domicile d'Eddie. La mère d'Eddie décroche et David lui dit « Bonjour, je m'appelle David Kellman, je suis né le 12 juillet 1961 et j'ai devant moi un article de journal sur des jumeaux qui me ressemblent et dont l'un d'eux est votre fils. Je pense que je suis le 3e du lot et qu'il ne s'agit pas de jumeaux, mais de triplés. » Eddie et Bobby vont chez David et dès qu'ils entrent, dès qu'ils voient David, ils savent tout de suite qu'il est l'un d'entre eux. Oui, effectivement, ce sont non pas des jumeaux, mais des triplés. Et c'est comme si, même s'ils sont des étrangers, ils se connaissent déjà et la connexion s'établit instantanément. Peu après la découverte de David et que les jumeaux sont en fait des triplés, Newsday publie un autre article sur le sujet et cette histoire va bien entendu faire très rapidement le tour des États-Unis. Les triplés font les couvertures de magazines, tous les journaux, ils participent à des talk shows, tout le monde pose la même question. Quelles similitudes ont-ils découvert ? Et c'est assez incroyable parce que sans se connaître, ils ont tous fait de la lutte au lycée et à l'université. Vous savez que aux États-Unis, l'université est aussi un endroit où il y a beaucoup de sport. Ils fumaient tous la même marque de cigarettes. Ils aimaient tous la même nourriture, les mêmes plats. Ils ont tous les mêmes goûts en matière de femmes. Et dans les talk shows, quand ils répondaient à ces questions, il était évident de voir qu'ils avaient le même langage corporel, qu'ils s'interrompaient régulièrement et finissaient les phrases les uns des autres. Ce sont tous les 3 la même personne, si on peut dire ça comme ça, en mauvais français, même s'ils avaient été élevés totalement séparément. Alors les garçons, bien entendu, adorent l'attention qu'ils reçoivent, parce que ils étaient inconnus et deviennent les stars du jour au lendemain, donc bien entendu, ça fait monter un petit peu la fierté et beaucoup de choses. Ils deviennent très vite les meilleurs amis du monde, ils emménagent ensemble dans un appartement, ils font la fête, ils rencontrent même Madonna, la chanteuse. Bref, il s'agit là d'une période assez incroyable de leur vie. Alors ils sont assez insouciants, ils ne se posent pas de questions sur les raisons pour lesquelles ils ont été séparés à la naissance, mais ça c'est pas le cas de leurs parents, qui se demandent quand même pourquoi l'agence d'adoption ne leur avait pas dit que le garçon qu'ils adoptaient avait en fait 2 frères jumeaux, qui faisaient partie de triplés. Donc les parents adoptifs des garçons contactent l'agence d'adoption qui a arrangé l'adoption à l'époque de leurs enfants, qui s'appelle Louise Wise Services. Alors, Louise Wise Services, c'est une très ancienne agence new-yorkaise, très prestigieuse. Les personnes les plus puissantes et plus riches de New York font appel à cette agence d'adoption s'ils veulent adopter. Et donc, les parents d'Eddie, de Bobby et de David les contactent et demandent une réunion, ils demandent de les voir pour obtenir des réponses sur la raison pour laquelle leurs enfants ont été séparés et qu'on leur a rien dit. Alors, à la réunion,
avec les hauts responsables de Louise Wise Services, on leur répond que, en fin de compte, c'est difficile de placer 3 enfants dans le même foyer. Et c'est la raison pour laquelle ils ont fait ce choix, parce que c'était plus facile de placer 3 enfants dans 3 foyers que de placer 3 enfants dans le même foyer. Le père adoptif de David s'emporte, il dit que c'est des bellevesées, tout ça, c'est de la foutaise. Si vous m'aviez dit qu'il y avait des frères jumeaux, j'aurais pris les 3. C'est une agence assez prestigieuse, donc beaucoup des gens qui adoptent là ont les moyens, donc ça tombait un petit peu sous le sens. Les responsables de l'agence regrettent d'avoir fait ce choix à l'époque, ils croyaient bien faire, ils en sont désolés, mais maintenant, aujourd'hui, ils ne peuvent plus y faire grand-chose, mais ils peuvent voir maintenant qu'ils n'auraient peut-être pas dû, mais à l'époque, c'est ce qui leur paraissait le plus logique à faire. Alors, le père de David a la forte impression qu'on ne lui dit pas tout, mais il ne peut rien prouver, et il faut bien se contenter de cette explication. Les 6 parents quittent la réunion et ils sont en train de repartir quand le père de Bobby se rend compte qu'il a oublié son parapluie à l'intérieur de la salle de réunion. Donc il fait demi-tour et retourne dans la salle de réunion. Alors, il fait pas de bruit pour pas déranger, Il entrouvre la porte comme ça tout doucement et puis il va prendre son parapluie. Et à l'intérieur, il peut voir donc tous ces hauts fonctionnaires qui viennent juste d'ouvrir une bouteille de champagne et qui sont en train de sourire, de trinquer, comme s'ils faisaient quelque chose. Alors, entre le sentiment général des parents que chez Louise Wise Services, on leur cache quelque chose, et le fait qu'on fête au champagne de s'être débarrassé d'eux, les parents se disent qu'il y a quelque chose quand même d'assez louche. Donc, ils veulent en avoir le cœur net. Ils prennent contact avec des avocats pour les aider à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi leurs fils ont été séparés à la naissance. Alors, au départ, un grand nombre des cabinets d'avocats prestigieux de New York étaient très enthousiastes à l'idée de s'occuper de cette affaire, mais bizarrement, peu de temps après avoir pris l'affaire, tous les avocats les recontactent pour leur dire plus ou moins la même chose. « Ah, je suis désolé, on a un conflit d'intérêts, je peux pas prendre l'affaire, je suis vraiment désolé. » Donc de toute évidence, il y a des clients haut placés quelque part chez Louise Wise Services ou en contact avec Louise Wise Services qui mettent la pression sur les divers avocats et qui peut les faire se retirer. Il y a de toute évidence un secret qu'on ne veut pas leur laisser découvrir. Les parents se trouvent maintenant dans une impasse parce qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose, donc ils finissent par abandonner l'idée de découvrir ce qui s'est passé. Les années passent, les garçons restent très proches, ils fondent tous leur propre famille et à un moment donné, ils se lancent dans les affaires, ils ouvrent leur propre restaurant à New York, Triplets, ce qui veut dire donc les triplés. Et tout se passe bien la première année, le restaurant a un très bon succès, un bon chiffre d'affaires, un peu plus d'$1 million, donc à peu près 1 million d'euros ou 900 000 euros, quand on arrive à ces prix-là, 100 000 de plus ou moins. Et puis, donc les choses se passent relativement bien la première année, mais la deuxième année, les frères entrent en désaccord sur la façon de gérer le restaurant, il y a des disputes, il y a des conflits de plus en plus, et ils n'arrivent plus à trouver des compromis. Et donc Bobby quitte l'entreprise et son départ détruit totalement la dynamique des 3 frères. Dans cette rupture, de toute évidence, Eddie est celui qui est le plus affecté. Et il commence à montrer des signes de dépression sévère. Il est hospitalisé en psychiatrie pendant 3 semaines. Il sort de l'hôpital et peu de temps après être sorti de l'hôpital, il se suicide. Et c'est donc à cette époque, tout à fait par hasard, qu'un journaliste du nom de Lawrence Wright, qui a toujours été fasciné par cette histoire de jumeaux, découvre un obscur article scientifique intitulé « Psychoanalytic Study of the Child », étude psychanalytique de l'enfant. Dans cet article, Lawrence découvre que tous les bébés utilisés pour cette étude psychanalytique proviennent de la même agence d'adoption et, bien entendu, vous l'avez deviné, parce que vous êtes attentif, c'est la même agence que celle dont provenaient les triplés, c'est-à-dire Louise Wise Services à New York. Alors ça commence quand même à faire beaucoup de coïncidences. Et Lawrence appelle Bobby et David pour leur expliquer que tous les 3 ont apparemment été utilisés dans une étude scientifique. Alors laquelle, on ne sait pas, parce que Louise Wise Services à New York, on s'en est rendu compte plus tard, a régulièrement laissé partir des enfants pour diverses études scientifiques de diverses formes, et donc on ne peut pas vraiment savoir
pourquoi ces enfants avaient été prêtés. Bobby et David, en entendant ça, du coup, ils deviennent furieux de savoir qu'ils ont été traités, en fin de compte, comme des rats de laboratoire. Alors au départ, ils ne s'inquiétaient pas trop de la raison pour laquelle ils avaient été séparés à la naissance. Bon, peu importe. Mais là, du coup, ça leur a quand même fait beaucoup moins plaisir. Et donc, ils se demandent aussi si le fait d'avoir été séparés à la naissance aurait pu avoir un impact négatif sur leur santé mentale, et si ça n'avait pas contribué en fin de compte à la fragilisation, à la dépression et à la mort prématurée de Eddie, en quelque sorte. Bien entendu, elle allait prouver ça. Lawrence écrit un article sur cette étude sur les triplés qu'il a découverte, et après l'avoir publié, il y a une autre paire de jumeaux, enfin, je suppose qu'on dit comme ça, qui découvre qu'elle a participé également à cette étude. David et Bobby ne s'attendent pas à ce que quelqu'un soit tenu pour responsable de cette étude. Donc, en fin de compte, ils savent qu'ils ne peuvent pas se retourner contre les gens, mais ils espèrent quand même pouvoir découvrir pourquoi cette étude et quels sont les résultats. De quoi s'agit-il? Donc, ils travaillent avec Lawrence pour tenter d'obtenir ces diverses réponses. Ils contactent Louis Wise Services qui finissent par admettre que oui, en effet, leur adoption faisait partie d'une étude, mais que bien entendu, eux, ils ne savent pas quelle était l'étude en question, et bien entendu, encore moins quels en étaient les résultats. C'était pas du tout leur truc. Alors, en creusant un peu, et en creusant même beaucoup, ils découvrent que le responsable de l'étude scientifique à laquelle ils ont participé sans le savoir est donc faite par un docteur qui s'appelle Peter Newborn. Et c'est un psychologue très connu à New York, d'ailleurs. Lawrence réussit à obtenir un entretien avec ce médecin, médecin psychiatre, mais celui-ci lui explique que, de toute façon, il répondra à aucune question. Il n'a jamais publié les résultats de cette étude lorsqu'il l'a interrompu en 1980, ce qui est l'année où les triplés se sont découverts. Donc là, il a abandonné l'étude, il l'a interrompue, et puis ces résultats, les résultats obtenus jusqu'ici en tout cas, sont en ce moment sous-scellés dans la bibliothèque de l'université de Yale jusqu'au 25 octobre 2065. Ainsi, donc, aucune des personnes qui a participé à cette étude risque d'être en vie. Bon, ça peut être possible, hein, mais ils auront plus mal aux dents. Donc, Peter Newborn est mort le 15 février 2008. Il a emmené son secret dans sa tombe. Personne n'a jamais rien su. Il y a eu plusieurs livres écrits sur le sujet, des articles, et puis une émission télévisée sur le sujet, qui n'est malheureusement pas sortie en France, et pas sortie en français, qui s'appelle Three Identical Strangers, 3 étrangers identiques, en 2018. Et lors de cette émission, on a fait l'interview de l'assistante personnelle du docteur Newborn. C'est une femme qui s'appelle Natasha Josefovich. Et elle a expliqué qu'elle ne faisait pas partie de l'étude, qu'elle était plus en périphérie, mais qu'elle était au courant de ce qu'il faisait, et que le but de l'étude était de déterminer si c'était la nature, les gènes, ou l'influence de l'environnement, donc ce qu'on appelle l'acquis, les choses acquises, qui font de la personne ce que cette personne devient. En gros, est-ce que c'est votre environnement qui fait de vous ce que vous êtes devenu, ou est-ce que c'est votre patrimoine génétique qui vous prédestine à devenir ce que vous êtes? D'après elle, d'après ce qu'elle a dit, les résultats étaient assez incroyables et ils démontraient que l'environnement n'avait aucune influence ou quasi aucune influence sur notre développement. Il s'agit donc avant tout, d'après cette étude, de notre patrimoine génétique qui nous pousse inconsciemment à adopter des comportements, à prendre des décisions spécifiques. Et donc, pour le prouver, Bobby a été placé intentionnellement dans un foyer aisé. Son père était médecin, sa mère avocate, et ils étaient donc tous très bien éduqués. Eddie a été placé dans une famille de classe moyenne, où son père était enseignant et sa mère restait à la maison, enfin était femme au foyer. Et David a été placé dans un foyer à faible revenu où ils étaient tous des immigrants. L'anglais n'était même pas leur première langue, mais leur seconde langue. Et ils étaient propriétaires d'un petit magasin. Et Natacha explique que cette étude a démontré que malgré le fait que ces garçons aient été placés dans des niveaux socio-économiques très différents, avec des modes d'éducation très différents, cela n'a presque eu aucun impact sur ce qu'ils sont devenus. Ils sont tous allés à l'université, ils ont tous étudié, ils ont tous, en fin de compte, suivi plus ou moins la même voie. Et elle explique qu'elle ne sait pas pourquoi l'étude n'a pas été publiée, mais elle espère que cette étude sera publiée un jour, bien entendu.
Dans ce documentaire, un médecin nommé Lawrence Perlman, qui est un des chercheurs de l'étude, se rendait donc dans les maisons de chacun des garçons pendant qu'ils grandissaient sous le faux prétexte qu'il s'agissait d'un suivi de routine pour l'agence d'adoption. Et lui, il déclare que l'étude ne portait pas seulement sur les effets de la classe socio-économique, mais il précise que dans le cas des triplés, chacun des garçons a été placé dans son foyer respectif après que celui-ci ait déjà adopté un autre enfant et que ce premier enfant soit devenu le cobaye de cette étude. Donc, les scientifiques sont venus étudier 7 enfants sous le faux prétexte qu'ils n'étaient là que pour assurer le suivi de l'agence d'adoption, alors qu'en réalité, ils créaient des bases de référence sur la façon dont ces parents s'y prenaient pour élever leurs enfants. Ensuite, les triplés ont été envoyés dans leurs foyers respectifs et les chercheurs, sachant parfaitement comment ils allaient être élevés, le père adoptif étant le facteur X du jeu. Le père de Bobby, il était médecin, il était rarement présent, mais il était dévoué, il aimait son fils. Le père de David était propriétaire d'un magasin, il était toujours présent et il adorait son fils, il l'aimait inconditionnellement. Le père d'Eddie était un enseignant qui était souvent présent, mais lorsqu'il l'était, il était très strict et dur avec Eddie et prompt à le discipliner. Il ne lui montrait que très rarement de l'affection. Néanmoins, les 3 enfants se sont développés de la même façon et rien de tout ça n'a influencé leur façon d'être, leur goût ou leur parcours social. Comme l'étude n'a jamais été publiée, on ne saura jamais vraiment pourquoi elle a été réalisée, ce qui a été étudié et quelles ont été les conclusions, enfin pas avant 2065. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que ces triplés survivants et leurs familles sont furieux que cette étude ait été réalisée, bien entendu. Après ce programme télévisé, Bobby et David ont pu avoir un accès anticipé à l'étude scellée. Alors ils s'attendaient à de grosses surprises, mais ils ont eu accès à plus de 10 000 pages d'informations très techniques et dont la plupart d'entre eux étaient lourdement expurgés, donc ils ne pouvaient même pas lire ce qui était. Donc de sorte que, en fin de compte, ils n'en savent pas plus, quoi. Quant à l'agence d'adoption Louise Weiss Service, quant à tous ces scientifiques, ces chercheurs qui étaient impliqués dans cette étude, aucun d'entre eux n'a eu à répondre de quoi que ce soit, de son rôle dans cette étude, même si c'était totalement contraire à l'éthique. Donc tout a été balayé sous le tapis. Bobby, David et tous les membres de la famille des triplés se sont retrouvés avec beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Comme je vous ai dit, 2065, j'aurai 102 ans. Avec un peu de chance, je pourrai vous en dire plus. Donc restez connectés et je vous donnerai les résultats de cette étude dès que je peux.